En parlant de données de santé, par exemple le dossier patient, si on met aujourd'hui un système, les données antérieures, parce qu'un patient peut avoir des données de 20 ans, ces données-là, comment les récupérer? Parce que ça nécessite, quelqu'un l'a dit, des moyens. Comment les récupérer pour pouvoir les intégrer? Parce qu'on ne peut pas démarrer à TX. Il faut partir de zéro si le patient souffre d'une pathologie pour suivre le patient. Ces données antérieures également, comment les intégrer dans votre système. Et l'interconnectivité des systèmes. Ça également, il faudra y penser parce que dans les structures, vous l'avez dit, il y a des systèmes qui existent déjà. Comment faire pour pouvoir avoir cette interconnectivité? Vraiment, pour ne pas être long, ce sont ces quelques préoccupations que je voulais partager avec vous, en espérant avoir des clarifications. Merci. Alors, si vous me permettez, il y a quelques éléments que j'ai retenus, entre autres, que j'aurais aimé vous proposer comme échange. D'abord, vous avez parlé des contraintes. Et en évoquant des contraintes, vous avez parlé des cloisonnements, de fragmentation, des initiatives digitales, des initiatives qui sont prises sans consultation, concertation avec le ministère. Alors, on fait très souvent ce genre de constat dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'il en sort? Quand vous constatez ce genre de dérive, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prévues afin que l'on puisse corriger? L'autre aspect, c'est tout ce que vous dites, c'est vrai, vous l'avez dit à la fin de votre intervention, ce serait bon que ce soit pris en compte dans l'enseignement, dans le système de formation en santé. Et justement, puisque vous y travaillez, est-ce que les facultés de médecine, parce que c'est là que ça se forme, en dehors, il y a les autres, mais je reste au niveau des facultés, est-ce que c'est intégré ça aujourd'hui, d'autant plus que ça fait actualité et que la santé va être de plus en plus au cœur de nos préoccupations, si l'on tient compte aussi du retrait annoncé des États-Unis de l'OMS, donc c'est sûr que... alors, est-ce que c'est pris en compte dans la formation au niveau des universités, au niveau des facultés de médecine? Je dis ça aussi parce qu'il y a un autre élément qui se tient, qui rejoint un peu ce que le professeur, je crois que c'est ça qu'il a dit tout à l'heure, c'est la question éthique. Quand on fait une petite enquête au niveau des facultés de médecine, au niveau des étudiants qui en sortent, ce fameux serment d'Hippocrate, les étudiants n'en savent pas grand-chose. Et pourtant, ça paraît être au cœur, puisque à chaque fois qu'ils défendent leur thèse, etc., ils font un serment, mais savent-ils de quoi ils parlent? Est-ce que c'est pris en compte? Parce qu'il y a beaucoup de dérives au niveau de la santé que nous dénonçons aujourd'hui, les uns et les autres, ça peut venir aussi de là. Alors donc, c'est ça un peu, dans ce genre de travail que j'apprécie. Je vous félicite, vous encourage, compte tenu de l'ampleur de la chose et de son importance pour la population. Ce serait intéressant, je crois, de montrer comment les institutions s'impliquent dans ce genre de choses. Alors, un dernier point, c'est simplement pour ma gouverne, ça concerne la prise en compte des données, si j'ai bien compris, pour la recherche. Est-ce que le patient a son mot à dire quand il s'agit de la recherche et quand il s'agit de ses propres données? Est-ce qu'il y a des secteurs, est-ce qu'il y a des problèmes qui, au niveau de la recherche, n'exigent pas l'intervention ou le point de vue du malade dans l'utilisation de ces données médicales? Voilà, en tout cas, je vous remercie pour vos... Bon, il y a plus de 30 ans, j'ai un ami qui est décédé, qui est maintenant décédé, donc ingénieur informaticien, qui travaillait dans ce secteur justement pour la prise en charge du patient au niveau du cabinet. Mais il y avait beaucoup en fait d'obstacles, notamment vous savez que l'informatique n'était pas aussi répandue que maintenant et l'Internet encore moins. Et donc là, c'est un sacré bond en avant, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Parce que je crois que le grand défi, vous avez parlé des défis, mais le grand défi pour moi, c'est la familiarisation des praticiens avec cet outil. Et l'accessibilité, donc, des patients
et donc des patients, donc pour que en fait on puisse avoir un système tout à fait donc coordonné et qui puisse donc tout à l'heure il y en a qui ont parlé de portabilité, etc. Parce que bon, la portabilité c'est le fait de pouvoir choisir déjà son médecin. Et le médecin, donc, où qu'il puisse être, les données doivent être disponibles. Et je crois qu'actuellement, d'ailleurs, même au niveau de la profession pharmaceutique, on travaille sur cela aussi, pour le problème des prescriptions, etc. Alors je crois que, bon, donc, il y a encore beaucoup à faire, mais je crois que donc, il faut juste vous encourager encore pour aller de l'avant. Moi, je pose la question. On peut être hospitalisé, par exemple, à Principal, et après l'être à Fann ou autre. Est-ce que déjà, parce que vous avez beaucoup parlé de cloisonnement, est-ce qu'entre les hôpitaux, il y a un système harmonisé de coordination des données? C'est la première question. Deuxième question, dans les hôpitaux, dans chaque hôpital, nous avons maintenant l'apparition de maladies. Quelqu'un a fait ici une brillante présentation sur les maladies systémiques. Des maladies qu'on ne connaît pas très bien et pour lesquelles on a intérêt à ce que plusieurs spécialistes se penchent sur le cas des patients. J'ai vécu cette situation dans un pays étranger où on a un patient qui a été suivi par 4 spécialistes, cardiologues, rhumatologues, neurologues, etc. Et chacun versait dans une corbeille commune tous les éléments du diagnostic d'observation qu'il fait. Est-ce qu'ici, dans nos systèmes sénégalais, est-ce que vous avez cette pratique? Est-ce qu'on vous accueille, par exemple, les bras ouverts dans cette numérisation? Ou comment vous sentez? Est-ce qu'il y a une réticence? J'aimerais bien savoir si déjà, dans l'esprit de nos praticiens ici, de nos spécialistes, si cette idée de partage des observations des données est déjà d'actualité. Enfin, un autre élément, vous avez parlé de la fabrication, des perspectives de fabrication de médicaments. On sait que pour industrialiser, il faut d'abord de la matière première. Il faut aussi une matière première qui soit non seulement quantitativement suffisante, mais qualitativement également stable. Et de ce point de vue, nous avons des problèmes avec nos plantes médicinales. Et c'est pour ça que je voulais évoquer ici un élément, une piste en tout cas, sur laquelle l'Académie est en train de s'engager, sur les vitroplans. Avec notre collègue professeur Pape Salissou. Juste 2 mots. Un petit mot à dire. Merci, Président. Je voulais le voir après, mais merci beaucoup. Il y a félicitations. Moi, j'ai eu la chance de voir le docteur Ibrahima Khalilou Ladia à un niveau international. Des réunions au niveau de l'Union africaine, des réunions au niveau extrêmement élevé Africa CDC, où vraiment c'était une fierté en tant que Sénégalais de voir cette expertise qui maîtrise très bien ce domaine qui est d'actualité, c'est-à-dire la santé digitale. Moi, en tant que médecin, c'est ce qui a été dit. Il y a un élément fondamental, vous avez parlé de portabilité, mais l'autre élément fondamental, c'est l'interopérabilité. Notre collègue l'a dit, si j'ai le dossier patient, moi médecin, j'aurais aimé avoir accès, que le laboratoire puisse me donner des résultats. J'aurais accès au service de radiologie d'avoir les radiographies de ce patient, scanner, etc. Et ça fait ce qu'on appelle le dossier patient unique. Et où est-ce que vous en êtes en termes d'interopérabilité? Monsieur le Président a parlé d'interopérabilité, mais dans le domaine des hôpitaux. Mais dans le domaine du patient unique, il y a cet élément qui est fondamental qu'il faudra revoir. L'autre élément aussi, vous l'avez dit, c'est la formation. C'est vrai, il faudra qu'au niveau de notre, et je vois bien que notre doyen Bara est connecté, de voir le curricula de formation. Au Rwanda, en Ouganda, on commence très tôt en première année. Mais au-delà du domaine de la santé, on forme non seulement des techniciens, des gens qui n'ont rien à voir avec la santé, mais qui sont formés pour apporter, parce que c'est extrêmement lourd. C'est pas que la santé. Donc, ils ont des écoles de formation pour bâtir ce capital humain de techniciens au niveau de la digitalisation de la santé. Et je pense qu'au niveau de l'académie, nous pouvons porter ce message-là de valorisation du capital humain pour accompagner ce système, revoir les curricula de formation. Et dernière question, aujourd'hui, quand on regarde l'écosystème, il y a beaucoup de start-up qui sont dans le domaine de la santé digitale.
comment vous collaborez pour que ces startups qui ont leur domaine de compétences dans cette digitalisation, quel est leur rôle? Comment vous collaborez pour arriver à ce système numérisé de la santé au niveau du ministère de la Santé? Merci beaucoup. Merci pour les questions et les suggestions. Au niveau général, au niveau national, je pense qu'il y a une réflexion pour mettre en place une structure nationale qui coordonne un peu tout ce qui est transformation digitale. C'est en réflexion, pour que tous les ministères quand même puissent collaborer. Parce qu'aujourd'hui, il y a une fragmentation même entre les ministères. Voilà, donc ça c'est en cours, on est informé que ça avance bien. Peut-être même ce sera logé à la primature. Mais cette structure aura juste un rôle d'impulsion. Il va impulser les ministères, avoir des accords avec les ministères sur qu'est-ce qu'il faut faire. On s'accorde sur 2 ans, sur 3 ans, les indicateurs. La structure appuie, on travaille pour atteindre ces résultats-là. Donc pour dire effectivement qu'il y a ce travail qu'il faut faire et je pense que le gouvernement l'a compris. Pour la télémédecine, je pense que je vais revenir sur le rôle de chacun. Hier, non pas hier, il y a une semaine, j'ai rencontré la rectrice qui était mon professeur de l'UCAD pour voir, parce que cette affaire-là, ce n'est pas une affaire même d'un ministère. Voilà. Et pour voir un peu si on peut avoir un accord de coopération entre le ministère et l'université pour mettre à contribution tout ce qui est informatique, tout ce qui est médecine. Parce qu'aujourd'hui, le recrutement que nous faisons à travers des appels d'offres prend beaucoup de temps. Donc si on peut avoir un accord, je pense que ça peut être plus simple. On ne va plus perdre de temps pour faire des appels d'offres. Mais l'université va nous envoyer des experts, même si mes amis ont peur de l'UCAD, ils préfèrent les autres universités en disant que l'UCAD c'est très lourd, de grands professeurs qui n'ont pas de temps, vaut mieux aller à l'UGB. Voilà. Mais en tout cas, cette idée-là est là quoi, pour voir un peu comment mettre davantage l'université dans ce truc. Le DHS2, et je pense que c'est la 10e plateforme dans l'architecture. De tout ce qui est plateforme qui utilise les statistiques, qui les diffuse, qui fait un tableau de bord, etc., etc. Donc effectivement c'est complémentaire parce que le dossier patient va créer la donnée et les statistiques sont envoyées au niveau du DHS2 pour faire des traitements, etc. Je pense que ça aussi on le sait, donc c'est pourquoi on veut garder ce système DHS2 pour pouvoir le considérer comme un entrepôt des données. La rétention d'informations, vous l'avez dit aussi, mais maintenant c'est fini depuis quelque temps. La culture de la donnée aussi, c'est très important. Voilà, c'est pourquoi nous on se bat, en tout cas on se bat pour qu'il y ait aussi un renforcement institutionnel de l'économie de la donnée. Il faut que la donnée soit utilisée. Il faut ici qu'il y ait une réflexion très grande sur ça. Nous on produit la donnée, mais il faut que ce soit utilisé. Il faut une grande réflexion sur ça. Donc c'est pourquoi aussi c'est une question très importante sur la culture de la donnée. Sur le cadre éthique, il y a des choses qui sont déjà prévues dans les textes, mais je sais que ce n'est pas suffisant. J'étais en train de chercher dans ma boîte mail là, le DC qui était ancien chef de division de la recherche a déjà travaillé sur un projet de texte pour tout ce qui est innovation numérique et éthique. Je n'ai pas vu le texte, mais je sais qu'il avait dit qu'il faut l'intégrer dans les priorités. Maintenant, sur les textes que nous avons déjà élaborés, il y a le consentement. Maintenant, il y a un consentement qui est tacite. Quand quelqu'un vient se soigner, vraiment, on ne peut pas demander est-ce que tu es d'accord que le médecin qui te soigne doit te donner. Je pense que ça, c'est automatique. Vous venez, c'est parce que vous voulez qu'on vous soigne. Maintenant, si dans le cadre d'une recherche ou autre chose, on a prévu des formulaires pour que les gens puissent, en tout cas, le valider. Mais également, on est en train même de voir si on ouvre le système au patient, le patient peut choisir un médecin pendant 12 mois. Ou on donne un certificat au médecin pour qu'il puisse accéder. Mais après les 12 mois, on arrête jusqu'à ce que le patient demande encore qu'on renouvelle. Parce que tu peux être dans un processus de soins qui demande 1 mois, ou 2 mois, ou 1 an, ou 12 mois. À ce moment-là, pour éviter qu'on donne chaque fois des autorisations, peut-être qu'on peut donner pour 12 mois. Comme ça, 12 mois, le médecin peut t'envoyer tes résultats, etc., etc. Donc ça aussi, ça fait partie des réflexions sur le côté éthique. Alors, je pense que s'il y a aussi des acteurs à féliciter, je pense qu'il y a le professeur Farba Lamine. Parce que si on a créé cette cellule, c'est grâce à lui et à un de vos collègues qui n'est pas là, le professeur Marie Colsec. C'est eux qui ont été visionnaires, parce que moi, je n'étais pas dans ça. Moi, je m'occupais juste de la carte sanitaire. C'est le ministre qui m'a appelé, à ce moment celui qui était DC, pour me dire il faut qu'on crée quelque chose de nouveau. Voilà. C'est ainsi que partit l'idée de cette cellule santé digitale. Voilà. Et je pense qu'aussi, il mérite en tout cas tout le respect, parce que si les choses avancent aussi, je pense que dans ce que je fais, il est comptable aussi.
peut-être qu'il doit aussi me donner de l'argent, parce que, voilà. Voilà, vraiment, merci d'essayer. Voilà. Donc c'est eux, hein, c'est eux qui ont cette vision. Voilà, c'est eux qui ont cette vision de créer ce service qui, depuis lors, essaie de fonctionner. J'ai compris aussi le prisme de CSU. Je pense que ça a manqué dans nos réflexions, parce qu'il va falloir l'ajouter, ce prisme de CSU. Surtout aussi l'assurance maladie, parce qu'effectivement, si on a les deux, c'est mieux. Voilà, être sûr qu'il peut payer, qu'il peut payer pour lui, et être sûr que ces données sont disponibles. Si on a le couple, je pense que c'est excellent. Ça aussi, je pense que c'est un point que nous prenons. Oui, effectivement, moi j'ai dit, on s'engage dans un processus certes irréversible, certes important, mais difficile et long. Il faut qu'on soit d'accord aussi. Je pense que le professeur l'a dit, c'est compliqué. Voilà, il faut des ressources humaines, il faut beaucoup de choses. Hein. La qualité a un prix. Et ces prix-là, il faut qu'on le mette. C'est un prix, c'est un vrai prix. Hein. Moi, je dis ça quand vous regardez, vous dites que ce n'est pas pour des pays pauvres. Voilà. Mais il faut le faire. Parce que ça aide, ça aide la santé, ça aide les patients. Et je pense qu'aujourd'hui, notre système manque d'un outil comme ça. Voilà, les rendez-vous, on se décarcasse pour venir prendre des rendez-vous. Pour ce que l'a dit, vous venez, les gens s'entassent pour payer, avec des risques de contamination. Tout ça, on peut payer à distance, venir, quoi, etc. Et quand on vient, on va directement à la clinique, ne pas passer par les services, etc. Donc vraiment, on est d'accord sur ça, sur cette complexité qu'il faut prendre en compte. Le professeur Dia aussi a dit, on est en train de louer en local. Voilà, quand même, parce qu'on n'a pas le temps de construire, mais on est en train de louer en local, plus grand, avoir au moins de bonnes conditions de travail, parce qu'il y a des gens qui veulent venir, mais bon, voilà, il faut que les choses soient très claires pour que les gens puissent venir. On a besoin d'experts. En France, nous avons fait un benchmark. Celui qui s'occupe de la formation en santé digitale dans le ministère, il a un budget de 75 millions de dollars. Il a un budget de 75 millions de dollars. Lui seul. Et il pousse en France. Il pousse les universités à faire ça. Donc il a de l'argent pour ça. Parce qu'ils ont compris qu'il faut une masse critique. Ce n'est pas une affaire de ministère. Il faut qu'il y ait beaucoup de personnes dedans. Sinon, ça ne marchera pas. Et je pense là aussi, nous, on le sait. Et on est en train aussi de le dire très clairement aussi à l'autorité. Bon, sur le résumé d'unité médicale aussi, qu'est-ce qu'on partage? Voilà, on est en train de discuter sur qu'est-ce qu'on peut partager et qu'est-ce qu'on garde. Parce qu'on peut partager des choses au niveau national, dans une base nationale, que tout le monde peut aller consulter. D'où la portabilité. La portabilité, c'est qu'on met tout dans un endroit qui est disponible. Maintenant, aux hôpitaux, de se débrouiller pour se connecter. Le médecin pourra aller se connecter. Mais qu'est-ce qu'on partage là-bas? C'est en discussion. Parce qu'on ne peut pas tout partager. Les médecins ne seront pas d'accord qu'on partage, par exemple, tout ce qui est compte rendu de fibroscopie. Le médecin n'a pas besoin de ça. Donc ça aussi, il y a un consultant qui a déjà travaillé un peu sur ça, sur qu'est-ce qu'on partage. Certes, il y aura bien sûr l'ordonnance, les ordonnances, il y aura bilan, etc. Mais peut-être pas toutes les données aussi du patient. Mais ça aussi, c'est en train d'être discuté. Alors, phaser, c'est très important. Je pense que nous devons phaser ça. C'est pourquoi dans le projet même, c'est vraiment dossier patient pour l'instant. Dossier patient et comment mettre les ressources humaines et comment mettre les ressources également numériques, l'Internet, tout ça, pour que ça puisse fonctionner. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes qu'on ne gère pas pour l'instant. Par exemple, c'est le médicament. Le médicament, c'est on veut savoir aujourd'hui il y a combien de boîtes d'Augmentin. Ça, personne ne peut le faire. Mais ce n'est pas une priorité pour l'instant. Malheureusement, on ne peut pas tout faire comme il a dit. Parce que ça, il va falloir travailler avec les grossistes, avec la PNA et tout le monde, pour mettre des couches d'interopérabilité qui va aller prendre ce qu'il y a dans chaque grossiste, après regrouper ça, calculer et vous donner ça. Ça prend du temps. C'est pourquoi ça fait partie des trucs, mais ce n'est pas très prioritaire. Sur les données à la sécurisation, tout ça aussi, je pense que l'État a un rôle à jouer. Parce que moi, je dis, c'est avec l'État qu'on va travailler. L'État va héberger les informations. Avec des data centers de l'ADIE ou PTN, c'est à l'État de faire ça. Voilà. Nous, on peut avoir un data center, pas un data center, mais des serveurs pour faire des tests. Et c'est vraiment à l'État, avec ses infrastructures. Et voilà. Et on pense même que même là où on va louer, on va demander à la gendarmerie de s'occuper, parce qu'il y aura là-bas des données, peut-être de patients momentanément. Et même tout ça aussi, il faut mettre la sécurité. Partage des données, gouvernance des données, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Mais ça aussi, je pense que ce n'est pas forcément de la santé digitale, en fait. Voilà, ça va au-delà de la santé digitale. J'ai entendu le président, je pense, dans l'agenda, parler de création d'un écosystème au niveau des régions, où il y a les universitaires, il y a tout le monde, quoi. Je pense que c'est ça qu'il faut, pour que les gens puissent arrêter le cloisonnement et partager
partager les informations. Données antérieures, c'est très important. C'est un projet carrément. Parce qu'il faut aller numériser les données des patients. Il faut trouver de l'argent pour que, quand un patient a rendez-vous, par exemple, dans une semaine, l'hôpital se prépare pour aller chercher ces documents-là, les scanner. Comme ça, le médecin pourrait accéder le jour du rendez-vous. C'est notre travail qui est énorme, qu'il faut faire. Parce que sinon aussi, ce n'est pas intéressant. Moi, je suis malade depuis des années, donc vous ne pouvez pas me dire, vous avez un nouveau système, c'est maintenant que je commence à être... voilà. Donc c'est notre projet qui est également sur la table. Comment gérer le cloisonnement? Il y a une grosse difficulté sur ça. Il y a des initiatives qui existent. On nous vend ces initiatives-là. On nous les impose. Et pourtant, chaque fois qu'on enlève une initiative, les recettes doublent. Pourquoi? On ne peut pas toujours le dire. Il y a des problèmes en fait qu'on ne peut pas dire haut. C'est ça la vérité. Voilà. Faut pas, c'est pourquoi je dis, moi je pense que je suis à la télé, une émission à la RTS, là, quelqu'un disait, je pense qu'il faut que l'État décide de faire et de forcer de faire ce qu'il veut. Parce qu'ici c'est pas évident, hein, parce qu'on va te dire non, moi j'ai ça, mais moi j'ai ça. Voilà. Et l'agent de l'État civil a digitalisé, mais a tout enlevé. Aujourd'hui ça marche. Maintenant, moi j'ai dit, le secteur privé, moi ce qui m'arrange, c'est qu'ils gardent leur système. C'est ça qui m'arrange. Même si le secteur privé ne veut pas, certains veulent prendre le système d'initialisation, parce que c'est plus simple que de payer des licences, quoi. Donc il y a un grand problème là-bas. C'est-à-dire l'aspect recrutement, en fait, garder des sociétés qui sont là, qui fonctionnent, mais il y a des problèmes de transparence. C'est la vérité. Comment on peut enlever un système qui est bon, on met un nouveau système, les recettes sont multipliées par 2. Ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà. C'est pas évident. Et je pense que là, nous avons tous besoin de nous aider sur ça. Parce que c'est une pression que nous recevons tous les jours. Comment vous faites de ces gens-là qui sont là? Et nous savons la vérité. Des fois même, on veut suggérer qu'il y ait l'inspection IGE. Mais ça, c'est exposer aussi nos directeurs ou exposer l'hôpital. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas une chose simple, mais on essaie de gérer. On va commencer par ceux qui sont déterminés. On commence avec eux. Finalement, on avance. Maintenant, sur l'acceptabilité, vraiment, ce que nous avons vu, par exemple, à Kaffrine, c'est extraordinaire. À Kaffrine, les médecins, il y a des médecins qui n'ont pas été formés, mais qui ont commencé à utiliser le système. Les gens sont très réceptifs. Maintenant, à Dakar, c'était un peu plus compliqué. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a pas mal de choses, il y a pas mal de problèmes. C'est pourquoi moi, je ne vous cache pas aussi. Moi, je dis, si je mets en place l'équipe, s'il y a tout le monde, moi, je pars, parce que je suis fatigué. Parce que les choses sont lourdes, en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont les équipements dans leur bureau, ce n'est pas facturé. Voilà. C'est ça, en fait, il y a trop de choses dedans. Voilà. Il facture une partie, entre là-bas, il y a quelque chose qui est là-bas, vous comprenez, hein, je ne veux pas parler plus loin. Voilà. Donc, on fait ça, et puis c'est pas dans les caisses de l'hôpital. C'est compliqué, en fait. Vous comprenez, hein, c'est compliqué. Pour moi, c'est doucement seulement. Allez avec les gens qui veulent. Allez avec eux. Parce qu'en France, ils disent qu'ils ont le bâton et la carotte, mais ils préfèrent la carotte. Le bâton, peut-être c'est plus tard. Voilà. Mais là, c'est la carotte. Il faut que les gens viennent travailler, parce que toi qui as besoin que les patients soient bien soignés, donc il faut négocier avec les gens. Réticence, bon, j'ai répondu à la réticence. J'ai pris aussi le point sur les plantes, la collaboration. La collaboration, vraiment, c'est open, on est très ouvert pour la collaboration. Professeur Sow a mes contacts. On a besoin de tout le monde, comme j'ai dit. Hein. C'est pourquoi on va signer des conventions avec les universités, pour que les universités nous envoient des experts, pour accélérer ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Pour les startups aussi, peut-être ça c'est la dernière question, je crois. La portabilité, j'ai répondu. Hein. C'est ça, c'est une base de données qu'on peut mettre en place, simplement. Où chaque soir, quand l'hôpital a reçu les malades à 18h, l'hôpital se débrouille pour que les nouveaux documents médicaux soient envoyés dans la base de données. Voilà. Maintenant, ça veut dire que je n'ai pas ma carte, mais les données sont là. Si je vais à l'hôpital, l'hôpital se débrouillera pour accéder à mes données qui sont quelque part gardées confidentiellement. Même si aussi on peut avoir une carte où on peut mettre quelques informations comme le groupe sanguin. Tout ça aussi, c'est dans la réflexion. Pour le secteur privé, je l'ai dit, les gros là, qui sont là, qui ont des systèmes qui posent problème, moi, je n'ai pas de solution pour eux. Et pour les jeunes, oui, parce que là où je suis en train de louer, j'ai déjà réservé 12 places pour les jeunes innovateurs. Chaque année, on va faire un appel d'offres. Les jeunes qui sont intéressés, les médecins ou infirmiers ou informaticiens, pourront venir être plus proches, pouvoir accéder aux professeurs de chirurgie. Parce que nous allons négocier ces rendez-vous-là. Ils vont monter ces projets, ils vont faire le développement et nous allons les accompagner. Mais le problème, c'est les systèmes qui existent, qui sont des systèmes, ce qu'on appelle monolithiques.
C'est-à-dire que ce n'est pas un système avec des modules. Si c'est avec des modules, tu prends un module, tu le greffes ici. Tu prends, tu le greffes ici. Mais eux tous, ils ont des modules, ils ont des systèmes qu'il faut installer totalement. Donc, ça veut dire que tu l'installes ou bien tu le perds. Voilà. Donc ce sont ces questions-là. Donc vraiment, je termine sur la note positive que dans les startups, on va travailler avec eux pour participer à l'innovation numérique, pour qu'on dise aussi que la santé crée de l'emploi, pour qu'on ne taxe pas d'être seulement social, quoi. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et vous accompagner dans ce domaine-là, mais aussi des curricula de formation. Discuter, non seulement que ça rentre dans les écoles des sages-femmes, infirmiers et médecins, mais aussi qu'il y ait parallèlement des écoles de formation de techniciens. Ça marche au Rwanda, ça marche en Ouganda. Donc vraiment, nous sommes très contents et merci beaucoup. Ça renforce cette collaboration naturelle entre l'académie et le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Merci, Dr. Dia, pour votre temps. Merci.